Jean-Michel Legnaud, vous avez été directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous avez été, mon cher confrère, directeur de l'École des Chartes. Directeur de l'École des Chartes également. Vous avez occupé des fonctions importantes au ministère dans le domaine du patrimoine, parce que vous êtes un spécialiste du patrimoine, et plus particulièrement du patrimoine du XIXe siècle. On se souvient de votre ouvrage sur les cathédrales au XIXe siècle. Donc, nous vous avons invité pour nous éclairer sur l'avenir du patrimoine chrétien dans une société aujourd'hui en voie de déchristianisation. Merci, monsieur Messeigneurs, monsieur le Président. Ça fait 45 ans que je participe à des colloques en France et à l'étranger sur les églises. Pendant 40 ans ou 45 ans environ, on pourrait dire que le ton a toujours été à l'affirmation de l'harmonie entre les pouvoirs civils, religieux et la société. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Tout est en voie de changement. Et je voudrais vous le dire avec clarté, peut-être fût-ce en attirant sur moi votre courroux, mais j'aurais pour moi le vers de Victor Hugo: j'ai trop peu vu la France et trop vu la Vendée. Donc sachez bien que tout ne se passe pas ailleurs exactement comme ici. C'est-à-dire le discours pendant des décennies a été de dire que, à la différence de ce qu'on voyait en Amérique du Nord, avec la question des redundant churches, phénomène qui était d'abord né en Grande-Bretagne dans un contexte où la multiplicité des cultes entraînait une forte densification des édifices du culte qui conduisait à leur réutilisation, à la différence donc du monde anglo-saxon et de l'Amérique du Nord. On sait qu'à Montréal, par exemple, des dizaines et des dizaines d'églises ont dû fermer pour des raisons économiques, parce que chaque paroisse correspond à une entité économique propre et, étant en faillite, n'a plus d'autre objectif que la vente de l'édifice du culte. Donc, dans un contexte tout de même très, très particulier, on a toujours pensé qu'en France, les choses allaient autrement, que les églises étaient protégées pour ce qui concerne les églises d'avant 1905 par la domanialité publique, que finalement la séparation avait conduit à une sorte d'harmonie dans le mode de financement des travaux, que la ruralité de la société encore présente aujourd'hui, fût-ce à travers le système de l'habitat secondaire, protégeait encore une grande partie des édifices ruraux. Eh bien, on a toujours tenu ce discours pendant 40 ans, pendant tous les 40 ans pendant lesquels j'ai participé à ces colloques. Et on ne peut plus dire aujourd'hui vraiment la même chose. Trop d'incidents se produisent dont il faut absolument parler parce qu'on n'a pas le droit de se taire. Alors, avant d'en dire quelques mots, je voudrais vous partager quelques lectures que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. L'ouvrage de Philippe Muret sur le XIXe siècle vient d'être réédité, un énorme pavé absolument énorme de savoir et d'idées, et j'y ai lu 2 citations de Michelet que je vais vous lire. Ne vous en fâchez pas, de toute façon, il faut savoir ce que pensent les autres. C'est dans l'histoire de la Révolution française. Il s'adresse aux prêtres. Sortez du temple. Vous y étiez pour le peuple, pour lui donner de la lumière. Sortez, votre lampe est éteinte. Ceux qui bâtirent ces églises et vous les prêtèrent vous les redemandent. D'une certaine façon, on est dans ce contexte-là, la laïcisation des églises. Et il continue: l'autel a perdu ses hommes, l'humanité s'en éloigne peu à peu. Autre citation du même. Ça nous amusera. Je suis Poitevin. Je vous dirai pourquoi. Là où les curés dominèrent, ils étaient un obstacle à toute culture du peuple. Ils le faisaient rétrograder. Pour ne citer qu'un exemple, le Poitou, civilisé au XVIe siècle, devient barbare. Sous leur influence, ils nous préparent la Vendée.
Donc vous voyez qu'un certain nombre de propos étaient tenus avec beaucoup de clarté, et il faut les avoir en tête, il ne faut pas les oublier, parce que, d'une certaine façon, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Pour donner quelques exemples de l'actualité que chacun peut obtenir en consultant simplement son téléphone Google et les informations du Figaro, et surtout les informations des journaux de province, je vous citerai le cas de l'église d'Argenteuil qui a brûlé il n'y a pas très très longtemps, de Saint-Omer, pardon, qui a brûlé il n'y a pas très très longtemps, d'Argenteuil qui a fait l'objet de 3 actes de vandalisme, des inscriptions obscènes devant le presbytère, des défécations dans l'église, et puis un 3e que j'ai oublié, ce qui a fait dire au curé de Notre-Dame d'Argenteuil que ce n'était pas très très important. Bon, bien sûr, on n'a pas brûlé l'église. Je vous parlerai aussi du vol commis au Hieron de Paray-le-Monial. Alors, vous me direz aussi, c'est pas le premier vol. Il y en a déjà eu d'autres. Il y a eu d'autres tentatives de vol, mais celui-ci a réussi, alors que le bâtiment avait été remis en état par la municipalité en 2005. Bon, on a donc toute une série d'événements du même genre. L'affaire des jambons de Saint-Flour, qui est monté comme une mayonnaise, alors que, vous savez, l'autorisation avait été donnée de faire sécher des jambons dans le clocher de la cathédrale, ce qui a déclenché un scandale de la part de l'architecte des bâtiments de France, qui a dû y avoir une forte atteinte à la laïcité et aussi une atteinte à la mise en sécurité des lieux. Bon. Si cet homme était allé en Transylvanie, par exemple, il aurait pu, en montant dans les clochers de chacune des églises, voir des quantités de quartiers de l'art qui sont là à sécher, quelle que soit la confession de l'Église d'ailleurs, parce que c'est un mode traditionnel qui doit remonter à des siècles et des siècles. Dans ces lieux ventilés, on fait sécher les jambons. Bon, voilà, ça n'a rien de plus extraordinaire. Mais ça a quand même conduit la ministre de la Culture à dire qu'elle s'occuperait personnellement de cette affaire. Il y a aussi évidemment la question de la billetterie de Notre-Dame, que je trouve un peu comme la cerise sur le gâteau, parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave et très symbolique. Ça montre déjà que, finalement, les pouvoirs publics ne veulent pas se donner les moyens d'entretenir les églises rurales, sauf à créer une taxe parafiscale au détriment essentiellement des touristes étrangers. C'est quand même incroyable. D'autre part, le chiffre qui est donné pour la recette, 75 millions, n'est en rien en rapport avec l'étendue du problème, puisque si on compte qu'il y a à peu près 40 000 édifices du culte en France, et si l'on considère que chacun d'entre eux a besoin d'1 million de travaux, ça fait 40 milliards. Alors avant qu'on ait atteint par les 75 millions annuels les 40 milliards, il se passera énormément de temps. Cette affaire de la billetterie de Notre-Dame, il faut la regarder un peu dans le temps long. En 2016, un rapport avait été présenté par le président du Centre des Monuments Nationaux et par un architecte, Perrault, c'est le rapport Perrault-Bellaval, en décembre 2016, pour la reconfiguration du parvis. Ce rapport prévoyait en sous-sol, sous le parvis, l'installation d'un musée de la laïcité. C'est certainement le meilleur endroit. Ça me fait penser à la rue Chevalier de la Barre, devant le Sacré-Cœur de Montmartre. On est exactement dans la même configuration. Et puis, on a pris la décision de contractualiser assez harmonieuse d'avoir 2 billetteries à Notre-Dame. La billetterie du Trésor, une billetterie strictement ecclésiastique pour assurer l'entretien du bâtiment, et puis la billetterie du Centre des Monuments Nationaux pour qui donnait accès aux tours. D'ailleurs, cette décision a des conséquences assez graves, parce que ça considère, d'une certaine façon, ça conduit à considérer que l'accès aux tours conduit vers une partie de l'édifice qui n'est plus affectée au culte.
Or, vous avez un arrêt du Conseil d'État qui a été publié il y a une dizaine d'années à propos de la cathédrale d'Arles, qui a admis en effet que les parties hautes de l'édifice pouvaient faire l'objet d'une billetterie parce que les parties hautes de l'édifice ne sont pas affectées au culte, ce qui est quelque chose d'assez invraisemblable. Alors, la restauration s'achève et la billetterie repart. Cette question de la billetterie repart. L'affectation cultuelle est exclusive, mais on vous dit, mais la loi de 1905 a beaucoup changé depuis les origines, on peut bien la changer encore. Sauf que là, c'est sur un point essentiel, le caractère exclusif de l'affectation. Et puis on dit aussi, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe à l'étranger. La plupart des édifices du culte, des grands édifices du culte, sont payants. C'est vrai. Sauf que les caisses sont des caisses ecclésiastiques, la plupart du temps. Et là, il ne s'agit pas d'une caisse ecclésiastique, il s'agit d'une caisse qui serait celle du Centre des monuments nationaux, très, très, très probablement. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus grave. D'une certaine façon, si on introduit une billetterie, l'État met le pied dans la porte de la cathédrale pour y entrer un peu plus. Et ça aussi concerne les catholiques, mais pour ce qui concerne la population tout entière, c'est encore plus grave. Ça signifie que l'un des derniers lieux culturels de la capitale, et même de France, qui était gratuit, devient payant par l'effet de cette taxe. Donc cette proposition de décision, dont j'espère qu'elle n'arrivera pas à exécution, mais on ne sait jamais, cette proposition de décision mérite vraiment d'être méditée parce que elle est grave. Elle est grave. Moi, j'y vois une spoliation de plus dans la longue série des spoliations depuis le mois de novembre 1789 qui a conduit à la confiscation des biens de l'Église pour garantir l'équilibre budgétaire. On est toujours dans les questions budgétaires pour garantir l'équilibre budgétaire de la monarchie finissante, ce qui s'est poursuivi à la fin du XIXe siècle par la confiscation des biens des congrégations, puis par la dénonciation unilatérale du concordat avec l'affectation des biens des fabriques aux établissements publics chargés de l'assistance. Et donc on est dans ce contexte d'une continuité de prélèvements supplémentaires. Soyons donc extrêmement vigilants, car dans le même contexte, voici qu'on a pu comptabiliser en quelques années 2000 actes au moins de vandalisme, et au sens large, y compris les sacrilèges, touchant les églises. C'est énorme, c'est considérable. Quand un plaisantin dispose un marcassin à l'entrée d'une mosquée, on en fait une histoire extraordinaire. À juste titre, lorsque une église brûle, 2 ou 3 journaux à peine en parlent. À l'appui de mon propos, je trouve quelques témoignages d'une certaine Madi Sedi, que je ne connais pas, communicante, qui dit « la religion catholique est très attaquée », ou encore d'un spécialiste de droit public à Roubaix, Amin El-Baï, d'origine algérienne. Les musulmans ne sont pas responsables de la déchristianisation de la société française, ni du déracinement culturel de l'Occident, ni de l'effondrement de la natalité en Europe. Tout cela est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, la question doit être vue en interne et par la communauté qui non seulement possède l'usage de ces églises, mais a le devoir, comme ça a été déjà dit à maintes reprises au cours des communications qui ont précédé, de les transmettre. Parce que ces églises n'appartiennent pas à la société d'aujourd'hui, elles ont appartenu à la société d'hier et elles doivent appartenir à la société de demain. Il faut dire aussi que ce patrimoine chrétien, il est
d'abord aux chrétiens avant d'être aux autres. Bon, nous sommes heureux de le partager, nous sommes heureux que le financement soit assuré en principe par les moyens publics. C'est ce que disait déjà Montalembert à propos de la restauration de Notre-Dame de Paris dans les années 1840. C'était le rapporteur de la loi de finances pour la restauration à la Chambre des Pairs. Il disait, mais c'est un dû, vous nous avez tout pris, c'est un dû de la société pour restaurer Notre-Dame. Ce patrimoine, il dérange, la preuve, il est vandalisé. Ce qui me frappe le plus, indépendamment de la vandalisation qui est parfaitement logique, je dirais, c'est le silence des autorités publiques, qu'il s'agisse des autorités civiles, des autorités judiciaires, des autorités policières, mais aussi des autorités affectataires. On n'en parle presque jamais. Messeigneurs, quel est l'évêque qui monte régulièrement au créneau pour dénoncer ce genre de situation? On préfère peut-être penser que la question se réglera dans le silence. C'est la pire des solutions. Et la pire des solutions, c'est la pire des politiques. Si on ne fait rien, on verra progressivement le squelette de la société, ce squelette historique, culturel, idéologique dont on a parlé tout à l'heure, se dissoudre petit à petit. Alors, vous me direz, tout cela est bien gentil, vous parlez, vous dénoncez, mais que faire? On ne sait pas quoi faire. Je pense qu'il y a au moins deux sujets d'intervention. Sur la question de ce que moi j'appelle le simultanéum culturel-cultuel. Vous savez qu'on considère que la solution, c'est de faire en sorte que les lieux du culte aient un usage public de façon à justifier l'emploi des crédits publics, lequel l'emploi des crédits publics était déjà justifié par la jurisprudence qui a découlé de la loi de 1905. Mais on peut les rejustifier. Moi, je crois qu'il faut, à ce niveau-là, être très vigilant, parce que la jurisprudence du Conseil d'État, qui intervient à peu près dans tous les domaines de la société, a défini le caractère cultuel, de l'usage cultuel. Il y a un arrêt du Conseil d'État qui dit ce qui est cultuel, ce qui est quand même très fâcheux. Je trouve que c'est une façon pour les pouvoirs civils d'entrer dans la vie religieuse qui est grave. Donc il me semble que là, il y aurait vraiment un effort à faire du point de vue du droit canonique, je vois mon prochain interlocuteur, pour solidifier ce qui peut être considéré comme cultuel. Contrairement à ce que pense le Conseil d'État, l'usage cultuel d'un lieu de culte, ce n'est pas simplement la messe dominicale avec une assemblée. Il y a bien d'autres façons d'organiser le culte. En tout cas, ce n'est pas au Conseil d'État de le dire, c'est à la société religieuse. Deuxièmement, je pense qu'il est urgent de constituer des associations qui auraient pour vocation de se porter devant les tribunaux comme partie civile chaque fois qu'il y a des dégradations. La loi de 1905, ça a été très discuté dans l'Église par la suite, dit que l'affectataire, c'est le fidèle, l'assemblée des fidèles. Cette donnée a été corrigée après la guerre par la création, lorsqu'on a créé les associations diocésaines. Il n'en reste pas moins que le fidèle conserve un droit légal à l'usage des lieux, à sa survie. Il conserve même une responsabilité sur ces lieux. Et je pense que sur cette base, il faudrait consulter les juristes compétents. Sur cette base, il serait judicieux de constituer des associations qui se constituent partie civile et qui définissent progressivement une solide jurisprudence contentieuse et qui, en tout cas, conduisent les autorités publiques
à faire véritablement des enquêtes sur la responsabilité. Car ce que j'ai pu remarquer, mais vous aussi sans doute, c'est que chaque fois que l'on trouve le responsable de l'acte de violence, on affirme qu'il s'agit de quelqu'un qui est victime d'un dérangement psychique. La constance avec laquelle on tient cette affirmation est tout de même étrange. C'est-à-dire que dans le fond, les autorités publiques veulent ne pas inquiéter la population, veulent ne pas régler le problème en essayant de produire des propos lénifiants. Et ces propos lénifiants vont à peu près dans le même sens que le refus, finalement, qu'il faut considérer aujourd'hui, d'assurer véritablement la responsabilité financière de l'entretien des lieux de culte. Nous nous félicitons que Notre-Dame de Paris soit restaurée, mais l'État n'y aura pas mis un centime. Au contraire, il aura prélevé sur les 800 millions de dons 20% de TVA, sans rien dire. Ce qui est de toute façon assez extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Il vaut mieux avoir des propos un peu dérangeants au début de colloque plutôt qu'en fin. Ça fait partie les pessimistes sont toujours les plus optimistes. Je m'en tiendrai là parce que vous m'avez donné 20 minutes seulement et je vous sens déjà un peu impatient. Mais je tenais à le dire parce que nous sommes en présence d'une situation nodale, cruciale même. Merci.